Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine, pour décrypter cette actualité, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Et Guy, cette semaine, nous recevons un acteur de l'industrie comme invité de la semaine, plus exactement une actrice, puisqu'il s'agit de Karine Braun-Hainaut, qui est directrice générale de Red Hat France. Absolument. Bonjour. Bonjour. Mais sans plus attendre, je propose qu'on aille directement faire le point sur les événements qui ont marqué la semaine. Alors, premier événement, c'est une étude d'IDC sur l'évolution du marché des PC. Avec, on peut se poser la question, est-ce que c'est la fin du marché des PC quand on voit l'évolution des statistiques de vente de ce type de terminaux? Effectivement, donc là, en fait, IDC et le Gartner, tous les trimestres, donnent les chiffres de vente des PC. Là, il se trouve qu'on s'est appuyé sur les chiffres du Gartner, mais les chiffres d'IDC sont à peu près les mêmes. Et donc, en soi... C'est rassurant d'ailleurs. C'est rassurant. Effectivement, à quelques pouillèmes près, c'est toujours les mêmes, mais il y a une évolution qui est tout à fait similaire. Mais ce qui est intéressant, c'est la tendance. Les chiffres d'un trimestre en soi n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est de se reporter 5 ans en arrière. Et si on se reporte 5 ans en arrière, qu'est-ce qu'on voit? On a une baisse qui est quand même très significative, puisqu'on parle de moins 25% de baisse de PC. Donc on était à 92 millions il y a 5 ans, donc en 2011, et on est à 69 millions pour le troisième trimestre 2016. Donc c'est quand même une évolution qui est extrêmement significative. Alors évidemment, les raisons, on les connaît, puisqu'on sait que sur le marché du PC, il y a les deux branches, il y a le grand public et puis les entreprises. Le grand public, lui, les particuliers, ils sont confrontés aujourd'hui à s'acheter un PC, une tablette et puis un smartphone. Donc ça commence à faire un peu lourd dans le budget. Ce qui veut dire que ils reportent les achats, les PC durent plus longtemps et donc même parfois ils hésitent. Si on regarde dans les pays émergents, finalement les nouveaux acquéreurs font l'impasse sur le PC, ils passent directement à la tablette, même si on ne fait pas tout à fait les mêmes choses, hein, bien sûr. Mais en tout cas, le PC est zappé, ça c'est côté grand public. Côté entreprise, évidemment, le phénomène est un petit peu différent. Néanmoins, comme on sait que les budgets sont de plus en plus contraints, évidemment la durée de vie des parcs est plus longue et on arrive à ce phénomène-là, sachant qu'il y a aussi le phénomène des smartphones qui permet d'accéder directement au système d'information de l'entreprise. Donc tout ça fait que le marché des PC est en train de se contracter et on se demande, on peut se poser la question de savoir jusqu'où. Alors maintenant, si on regarde les acteurs d'il y a 5 ans et aujourd'hui, finalement, il n'y a pas grand changement. Pas grand changement. Il y en a un, on va en parler. Pas grand changement, à savoir que Lenovo était deuxième, aujourd'hui il est premier. HP était premier, aujourd'hui il est deuxième. Donc ça ne se joue à pas grand-chose. On a Asus, Acer... Et Dell qui est le troisième, qui reste troisième. On se souvient que Dell avait été premier à un moment et donc communiquait beaucoup là-dessus, mais Dell s'est quand même considérablement élargi son portefeuille pour aller sur le data center. Le point important, c'est en fait l'arrivée d'Apple. Comme numéro 5 des fabricants de PC. Et donc en fait, on sait bien, Apple a bénéficié de l'effet iPhone, qui a eu un effet d'entraînement sur les autres produits de la gamme, et en particulier tous les Mac. Donc ça, je dirais que pour Apple, ça a été un point très très positif. Le dernier point qu'on peut mentionner, c'est que ce marché des PC, c'est un marché qui devient extrêmement concentré, ce qui n'est pas très surprenant puisqu'on sait que ce sont, comme on dit couramment, des commodités, donc les marges sont extrêmement faibles, peut-être aussi faibles que la grande distribution, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il faut produire en très grand volume et pour ça veut dire que les gros rachètent les petits et les petits disparaissent. Et les 6 plus gros fournisseurs se répartissent près de 80% du marché. Donc on voit bien que finalement, là où on avait un marché qui était, il y a 20 ans, très très éparpillé, aujourd'hui c'est concentré sur quelques grands acteurs, des acteurs américains et puis des acteurs dans l'Asie du Sud-Est, sachant que dans ce domaine, il n'y a plus d'Européens depuis fort longtemps. Sachant aussi que les Japonais sont en train de sortir ou sont déjà sortis aussi absolument. de ce marché. C'est les Chinois et les Coréens. Enfin. Alors ça, c'était pour la vision traditionnelle de l'informatique avec les PC. Une vision peut-être un peu plus économique, on parle du poids de l'informatique dans l'économie française, plus particulièrement
dans l'Île-de-France, où j'allais dire, peut-être un peu rapidement, mais Île-de-France, région technologique, parce qu'une bonne partie finalement, a priori, du business informatique se fait en Île-de-France, ou se fera en Île-de-France. Alors, effectivement, ça ne surprendra pas grand monde, mais c'est une étude du CROSSIS, qui est un observatoire de la Chambre de commerce d'Île-de-France, qui a fait en fait une étude de synthèse sur un point, l'industrie du logiciel en Île-de-France. Alors on dit couramment Paris n'est pas la France, mais là en l'occurrence l'Île-de-France a un poids qui est absolument considérable. Je pense que ça vaudrait d'ailleurs pour un certain nombre d'autres activités. Alors pour ce qui est du logiciel, donc quelques chiffres pour situer l'importance. Ça représente 55% des emplois de développement, c'est-à-dire 28 000 développeurs qui sont en Île-de-France. C'est absolument considérable. Alors, il y a beaucoup de points positifs, beaucoup de points qui font que, finalement, l'Île-de-France en est là où elle en est aujourd'hui. Il y a des établissements d'enseignement supérieur, donc des grandes écoles. Il y a Télécom Paris, bien sûr. Alors, Télécom Paris Tech, on devrait dire. Il y a Centrale Supélec. Je ne sais pas s'ils ont l'appellation Paris Tech, mais enfin, en tout cas, s'ils ne l'ont pas, on va leur donner. Il y a l'EFRAY, il y a l'ISEP. Enfin, il y a tout un tas de grandes écoles de qualité. Parallèlement à ça, il y a aussi les universités qu'on a tendance à oublier, mais qui sont des gros pourvoyeurs de... Absolument. Il y a l'INRIA, qui est quand même un pôle de recherche d'excellence qui rayonne au niveau mondial. Il y a 2 pôles de compétitivité importants, ce sont des poids lourds dans l'environnement des pôles de compétitivité. Il y a Cap Digital et puis Systématique. Donc tout ça fait qu'on a un écosystème extrêmement dynamique qui contribue à renforcer la place de l'Île-de-France, sachant que la deuxième région, alors maintenant comme les régions ont été remaniées, on s'y perd un peu, mais en gros c'est l'ancienne Rhône-Alpes Auvergne qui est en numéro 2. Et ça on le sait bien puisqu'il y avait 2 points, il y avait Lyon et Grenoble qui étaient des points importants de la haute technologie. Donc l'Île-de-France très important, donc ce rapport met en lumière tous les points positifs, puisque au niveau européen, puisqu'il faut quand même se comparer à ce qui est comparable, au niveau européen, on est dans les 5 premiers clusters, on appelle ça des clusters, c'est l'Institut Fraunhofer allemand qui fait un classement tous les ans, et donc on est dans les 5 premiers. Alors dedans il y a Stockholm, il y a le pôle Karlsruhe Darmstadt en Allemagne, il y a Oxford, et puis il y a Londres. Et donc il y a Paris. Donc tout ça est très positif. Néanmoins, cette note de synthèse met en lumière un point qui est très intéressant et important, qui est que en fait, on a affaire à des petits centres ou des petits départements. C'est-à-dire que dans tous les établissements qui sont recensés dans l'Île-de-France, il y en a seulement 1% qui dépasse 100 développeurs, ce qui est quand même relativement faible. Et donc, cette décentralisation un peu extrême est présentée, à juste titre, comme un point faible de l'Île-de-France. Donc, il va falloir essayer d'organiser un petit peu tout ça. Sachant qu'il y a aussi un point important, qui est que, alors que dans les autres régions, en particulier en Allemagne, il y a un poids lourd qui tire un petit peu vers le haut. Bon, en l'occurrence SAP. En France, oui. Il y a Dassault, mais qui est quand même sur un marché très particulier. Donc c'est aussi un point faible qui nous manque en Île-de-France. Alors, on change complètement de sujet. On parle d'HP, plus particulièrement d'HP Inc., qui est donc la filiale dédiée aux PC et aux imprimantes. Alors pareil, j'allais dire, la saga continue, puisqu'on annonce encore de nouveaux plans de licenciement, oui. Et donc peut-être des résultats pas forcément formidables à l'horizon. Effectivement, ça pose la question de savoir si la stratégie de Meg Whitman était la bonne. Donc on ne va pas refaire tout l'historique, mais on sait qu'HP s'est divisé en 2, HPE pour les entreprises, HP Inc., donc Inc. avec un C, pas avec un K pour imprimante, enfin pour encre. Et donc HP Inc. qui a 2 activités, les imprimantes et les PC. Et donc là, en l'occurrence, c'est HP Inc. qui souffre. Puisqu'on a appris en fin de semaine dernière qu'il y avait projeté le licenciement de 3 à 4 000 emplois sur une entreprise qui n'en compte plus que 50 000. Donc c'est à peu près 7-8% de la force de travail. Donc c'est important pour gagner entre 300 et 500 millions par an d'économie. Donc en gros, c'est une grosse question qui est posée en plus sur cette entreprise qui est je dirais fragilisée. Certes, les imprimantes, c'est un business relativement juteux
en particulier la vente des cartouches, ça on le sait depuis longtemps, mais on vient de parler précédemment de l'effondrement du marché des PC, et évidemment HP Inc. est en première ligne face à un marché qui est en train de, sachant qu'elle n'a pas de produits de substitution. Donc c'est une grosse question qui est posée sur l'avenir de HP Inc., bon, qui est toujours, on l'a dit tout à l'heure, numéro 2 du marché des PC, mais sur un marché en grande décroissance, donc c'est un problème. Très bien, alors ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on avait retenu 2 événements. Le Red Hat Forum France, on va en reparler avec Karine Bruneno, et puis le Huawei Connect, excusez ma prononciation, qui lui se déroule au Palais Brongniart. Absolument. Donc, effectivement, pour cette semaine, on a 2 événements, ces 2 événements majeurs. Alors, Red Hat fait venir un certain nombre de ses clients, met en avant la mise en œuvre de ces différents produits. Donc, il y aura La Poste, il y aura Groupama, il y aura la Banque Postale, il y aura Airbus. Donc, bon, mise en avant de toute la panoplie d'outils que propose Red Hat. Et donc, on en reparlera peut-être avec Karine Bruneno tout à l'heure. Et puis, il y a Huawei, donc le chinois Huawei, qui vient d'assez loin, mais qui est maintenant vraiment un ténor dans le domaine des réseaux, et qui, lui, parlera de tout ce qui est Internet des objets, du cloud, évidemment, et puis de la virtualisation des réseaux. Donc, on ne pouvait pas en attendre de moins de Huawei, mais ce sera 2 événements importants de la semaine en cours. Très bien, et puis avant de vous passer la parole pour échanger avec notre invité de la semaine, on parle, alors je ne sais pas si on doit qualifier ça d'un coup de gueule, mais en tout cas on parle d'un autre événement de la semaine qui est le retrait du Galaxy Note 7 Samsung, qui est, appelons un chat un chat, une catastrophe industrielle pour Samsung. Oui, alors effectivement, je pense que c'est dans la catégorie coup de gueule. Bon, évidemment, pour les gens qui ont acheté un Galaxy Note, c'est assez embêtant. Je ne sais pas si vous avez pris l'avion récemment, mais quand le pilote vous dit tous les gens qui ont un Galaxy Note 7, s'il vous plaît, ne l'allumez pas, ça fait quand même un peu bizarre. Ouais. Donc là, les chiffres tombent. Effectivement, c'est près de 5 milliards de pertes à court terme, sachant qu'il va y avoir évidemment un effet dommageable sur la marque Samsung qui va traîner ça pendant un petit moment. Donc la raison de tout ça, évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais vu d'assez loin, je pense que c'est un peu cette espèce de course-poursuite des fabricants de mobiles qui veulent absolument sortir des nouveaux modèles en permanence, sachant que ces nouveaux modèles n'en sont pas, et n'en sont pas vraiment, c'est-à-dire que n'apportent pas vraiment de nouveau. Donc là, en l'occurrence, c'est Galaxy Note 7, iPhone 7, on voit bien la compétition. Et donc, cette espèce de cycle infernal fait qu'on arrive à des catastrophes de ce style. Évidemment, le grand gagnant, là, en l'occurrence, ça va être Apple, qui va pouvoir bénéficier de cette, comme vous l'avez qualifié, catastrophe industrielle. Eh bien très bien, on conclura là-dessus. Je vous laisse échanger avec Karine Bruneno. Cette semaine, comme invité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir Karine Bruneno, qui est directrice générale de Red Hat France et, si j'ai bien compris, également de Red Hat Espagne et Red Hat Portugal. Alors, Karine Bruneno, bonjour. Bonjour. Quelle est pour vous l'actualité de la semaine passée que vous avez retenue, qui a attiré votre attention plus particulièrement ? Alors, il y a eu énormément de choses, mais ce que je retiendrai, c'est mon coup de cœur d'avoir participé à l'OVH Summit, qui était sous la bannière de All Together et qui était un condensé de talents et d'expression des valeurs qu'on a chez Red Hat, la passion, la collaboration, l'engagement. Et j'étais très très impressionnée que Axel Lemaire, ministre du numérique, fasse une apparition. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État, en effet, fasse une apparition en soutenant, je dirais, le dynamisme de cette entreprise. Donc chapeau, sans jeu de mots aucun, en étant chez Red Hat, chapeau à mes amis d'OVH.
Très bien. On pourrait juste faire un petit commentaire en disant que c'est dommage qu'elle n'ait pas été soutenue plus tôt et qu'il se soit fourvoyé avec des aventures qu'on connaît, CloudWatt et Numergic, pour ne pas les citer. Alors, si on revient un peu à l'actualité Red Hat, on ne va pas refaire l'historique de l'entreprise, donc numéro mondial du logiciel libre. Vous avez démarré en 1993 avec Red Hat Linux et aujourd'hui vous avez un portefeuille qui est quand même très, très imposant, qui couvre tout un tas de domaines. Donc il y a évidemment toujours Linux, il y a la virtualisation, il y a OpenStack, il y a OpenShift pour tout ce qui est service PaaS, il y a CloudForm, il y a JBoss dans le middleware. Quelle est la logique dans ce foisonnement de produits En fait, la logique, c'est la recherche permanente d'apporter de la valeur à nos clients. La valeur que pouvait apporter le Linux il y a 10 ou 15 ans est maintenant établie. Et aujourd'hui, les clients, dans leur transformation numérique ou digitale ou leur transformation business tout court, ont besoin de s'équiper de technologies qui vont les rendre plus flexibles, plus agiles, avec des coûts qui sont mieux maîtrisés, plus élastiques aussi avec les technologies de cloud. Et donc c'est ça le fil directeur de nos innovations en permanence et de nos recherches. J'ajoute la mobilité aussi à l'heure du réseau social et du all mobile. On a aussi complété récemment notre offre par une plateforme de développement d'applications mobiles. Donc, tout ce qui, je dirais, le point commun à toutes ces technologies que l'on développe et que l'on commercialise, c'est la volonté d'être un partenaire de confiance et alternatif pour la transformation des entreprises qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreuses. J'en veux pour preuve les croissances très intéressantes sur lesquelles on est. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes parti sur le modèle open source, hein, ça c'est vraiment une marque de fabrique, est-ce que vous pensez que ce modèle open source est bien adapté pour des produits aussi différents? Alors, nous pensons que le modèle open source est le modèle idéal pour l'innovation et donc pour la création de valeur dans les technologies, parce que c'est un modèle qui est ouvert. Sachant que vous êtes contributeur parmi les plus importants, à la fois pour Linux et pour OpenStack. Et pour toutes les technologies sur lesquelles nous sommes investis, nous contribuons à la communauté open source, y compris quand nous faisons des acquisitions d'entreprises avec des logiciels dits propriétaires. Au bout d'un certain temps, nous reversons l'intégralité du code propriétaire à la communauté. Car notre credo, s'il n'y en avait qu'un, c'est celui-là, notre credo, c'est que seule la communauté a la puissance, grâce à la collaboration, à l'échange et au partage, d'accélérer l'innovation pour porter des produits à l'état de l'art pour les clients. Donc vous êtes open source et vous rendez open source qui est propriétaire. Exactement, c'est notre mission. Alors, il y a évidemment un domaine dont on parle depuis déjà un certain temps, qui est le cloud, avec toutes ses déclinaisons. Vous êtes plutôt orienté cloud privé avec OpenStack. Comment vous voyez l'articulation et qu'est-ce que vous faites entre le cloud public, un domaine sur lequel vous n'êtes pas présent directement, et le cloud privé? Comment vous voyez cette articulation entre les deux? D'abord, le cloud est partout aujourd'hui dans les préoccupations de 100% de nos clients, avec des degrés d'investissement, de maturité qui sont différents selon les industries. La vision de Red Hat pour le cloud, c'est la vision d'un open hybrid cloud. C'est donc open évidemment, parce que open source, et hybride parce que les clients lancent des initiatives de cloud privé, mais également utilisent les clouds publics. Alors vous avez raison, nous parmi nos offres, nous avons l'offre OpenStack brandée Red Hat qui sert de fondation pour établir des clouds privés. Et nous avons également des partenariats avec des cloud providers internationaux, tels Amazon, tels Azure, depuis peu, Microsoft, de façon à rendre du service autour des technologies Red Hat aux clients qui souhaitent consommer via le cloud public. Donc c'est la combinaison de ces deux approches qui fondent notre stratégie aujourd'hui sur le cloud et la valeur qu'on veut apporter. D'ailleurs, effectivement, on avait bien noté cette collaboration assez visible avec Microsoft, alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle aurait semblé assez difficile à mettre en œuvre. Nous sommes dans un monde qui bouge et tout bouge. Aujourd'hui, même les fondamentaux d'hier finissent par disparaître. J'ajoute, pour finir sur le cloud hybride, que non seulement on accompagne nos clients dans ces deux voies, mais qu'on leur permet également de manager tout ça
via, je dirais encore une fois, des couches logicielles open source qui leur permettent de piloter au mieux les accès et les consommations sur ces différents clouds. D'accord. Alors, Et avec la sécurité. Bien sûr. Alors, sécurité, est-ce que vous êtes un acteur direct sur la sécurité dans le cloud ou est-ce que vous faites ça par l'intermédiaire de partenaires? Non, on n'est pas un acteur direct de la sécurité dans le cloud. En revanche, la sécurité, c'est un credo fondamental dans le marché de l'open source. Parce que sans sécurité, les technologies open source n'auraient pas pu se développer. On n'aurait pas gagné la confiance des entreprises. Par exemple, quand on parle de la sécurité, on peut parler d'attaque de bugs ou d'attaque extérieure. Un bug dans la communauté open source, il est immédiatement publié et de façon à ce que tout le monde puisse travailler dessus, parce qu'on est dans un monde ouvert. Un bug dans un monde propriétaire, au contraire, est parfois, je dirais, moins ouvert, moins public, un peu plus privé, et donc la garantie de sa résolution est, selon nous, moins évidente. Donc finalement, si je retiens bien, la dimension open source est un avantage au niveau de la sécurité. C'est un peu ça ce que je voulais faire passer. Oui. Alors cette semaine, donc, il y a l'événement, le Red Hat Forum en France. Donc c'est un événement important où vous faites venir un certain nombre de grands clients. Donc il y a la Poste, la Banque Postale, donc c'est à peu près la même chose. Non, c'est totalement différent dans les métiers. Bien sûr. Pardon, je vous coupe là-dessus. Enfin, quand je dis c'est la même chose, c'est dans le même groupe. Oui. Il y a Groupama, il y a Airbus. Quelle est l'idée pour cette année du Red Hat Forum 2016? Alors, le Red Hat Forum 2016, on attend entre 800 et 1000 clients. Et l'idée cette année, c'est qu'on se positionne toujours dans l'innovation et la transformation. Et on pense que nos clients parlent mieux de nous, de ces choses-là, parce qu'ils les vivent. Et ils les mettent en œuvre et ils en voient les résultats concrets. Donc cette année, on fait la part belle aux témoignages clients de façon à ce qu'ils témoignent de pourquoi ils nous ont choisis et de quelle valeur ça a pu leur apporter. Parce que toutes ces entreprises sont en transformation commerciale, industrielle, etc., etc. Et toutes ces entreprises considèrent que dans cette transformation, impliquer l'open source va être une réponse technologique, mais pas que, va aussi être une réponse par rapport à attirer des talents. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de la transformation, c'est d'avoir des ressources humaines pour l'accompagner, pas que technologiques. Et les jeunes talents sont extrêmement, je dirais... ils se les disputent. Et donc d'être sur des technologies open source permet d'avoir un pouvoir d'attraction bien supérieur. C'est un point positif. Exactement. Alors vous faites intervenir vos clients, mais vous aussi vous intervenez, vous parlez de open organisation, en bon français. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Alors, en fait, je voulais vous montrer ça. C'est le livre de notre président Jim Whitehurst qui exprime en fait dans ce livre toutes les vertus d'avoir une entreprise ouverte. Avoir une entreprise ouverte, ça veut dire avoir une entreprise ouverte à l'intérieur. Je vais y revenir, mais c'est aussi une entreprise qui est ouverte sur l'extérieur. Ouverte sur l'intérieur, c'est faire la part belle à la collaboration, c'est faire la part belle au feedback. C'est faire la part belle à la méritocratie, c'est-à-dire ce sont les bonnes idées qui priment. Ce n'est pas forcément les galons dans l'entreprise qui ont raison, ce sont les bonnes idées qui priment et qui font avancer les schmilblick. Et tout ça pour gagner de la performance. De la même façon, dans un monde du 21e siècle aujourd'hui, c'est par les partenariats aussi que les entreprises se développent, donc là aussi il faut être ouvert. Donc ce livre et l'Open Organization, c'est finalement une organisation qui n'est plus du tout une organisation hiérarchisée, comme on avait dans le passé. C'est beaucoup plus une organisation en bulle, en réseau de compétences, en discussion abrasive. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la discussion abrasive ? On imagine à peu près ce que ça peut être. Voilà, c'est ça. En fait, on déconstruit pour construire, parce qu'on a le sentiment que faire collaborer... Le consensus mou. C'est surtout l'inverse du consensus mou. C'est-à-dire, on est prêt à ne pas être d'accord, on l'assume, on se le dit, et c'est ça qui fait avancer... Mais avec l'idée qu'on essaie de rechercher la bonne solution pour résoudre... Alors, l'idée, c'est bien sûr d'être plus performant. Et tout ça, ça se fait dans un partage des valeurs qui sont les valeurs, je dirais, fondamentales de Red Hat, mais aussi des valeurs qui sont partagées avec le monde de l'open source, qui sont le courage d'être différent, notamment, l'engagement des individus, de l'entreprise vers ses clients, la liberté de parler. On dit à nos collaborateurs, si ce que je te dis
te déplaît, surtout dis-le-moi. Tu vas m'aider et ensemble, on va construire quelque chose de meilleur. Et pour finir, je dirais, la quatrième valeur, c'est alors ce qu'on dit en français, l'imputabilité, que je n'aime pas trop. Pas très français, Ouais, effectivement. alors les Anglais, pardonnez-moi l'anglicisme, disent le accountability, c'est-à-dire ça va avec la liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux et de dire ce que tu veux, à partir du moment où c'est respectueux évidemment, mais tu es aussi responsable de tes actes, parce que tout ça va dans, je dirais, une direction de création de valeur. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous vous souvenez, à un moment, on parlait il y avait sur les immeubles de Paris, il y avait marqué gaz à tous les étages. Donc, on pourrait dire que Red Hat, c'est open à tous les étages. C'est pas mal. Karine Brown-Neno, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. À bientôt au Red Hat Forum. Eh bien, Guy, merci pour cette interview. Merci à Karine Brown-Neno de venir nous rejoindre au studio de la Défense. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. Merci, à bientôt.